D'accord, merci à vous. Bon, bien, merci pour votre invitation. Ma communication s'appelle donc la discrimination scolaire, les discriminations scolaires, un cadre opérant avec un point d'interrogation, bien évidemment. Alors, la communication commence par le constat d'une recrudescence de la thématique des discriminations dans le champ scolaire, d'ailleurs comme dans d'autres champs de la vie sociale. Et ma communication va interroger la question des discriminations en tant que politique publique et également en tant que catégorie scientifique avec peut-être des ponts à faire entre les deux. Alors, on le verra, hein, le fil conducteur de mon intervention, c'est de souligner que ces politiques de lutte contre les discriminations sont propices à un certain nombre d'ambiguïtés, notamment dans le champ scolaire que je vais développer. Alors, au préalable, il faut rappeler que les discriminations scolaires en France, hein, la lutte contre les discriminations scolaires, au contraire de pays comme les États-Unis, ne se sont pas construites en contrepoint de la reconnaissance historique d'une discrimination officielle et systématique de certains groupes sociaux, ce qui peut expliquer tous les débats d'ailleurs autour des catégorisations ethno-raciales sur lesquelles peut-être je reviendrai dans le cours de l'intervention. En ce qui concerne la genèse de la lutte contre les discriminations en France, bien, bon, ça pourrait être un peu long, mais je synthétise, hein. Il s'agit d'une déclinaison du respect des droits humains universels. Il s'agit également de la transposition dans le droit français de directives européennes, ce qui n'est pas d'ailleurs sans importance. Et comme l'ont montré d'autres auteurs, la politique de lutte contre les discriminations en France est particulière puisqu'elle peut être appréhendée comme une extension, une reformulation des politiques d'intégration et d'assimilation, ce qui serait bien évidemment contraire à la question de la reconnaissance, par exemple, de minorités ethniques ou raciales. Les luttes contre les discriminations visent davantage en rétablissant l'égalité entre les individus à, je dirais, reconsolider en quelque sorte le socle, entre guillemets, républicain. Donc il s'agit d'une configuration assez particulière, cette politique contre les discriminations qui a été décrite dans beaucoup de travaux, hein, qui à la fois, je dirais, peut être interprétée avec un paradigme racialiste, mais tout autant avec aussi un paradigme dit républicain. Dans le cadre scolaire, bon, la reconnaissance des discriminations a été très tardive. Elle a été occultée notamment par le poids de l'élitisme républicain, de la méritocratie républicaine, de la naturalisation des déficits scolaires. Autrement dit, on a longtemps expliqué les désavantages scolaires des élèves de milieux populaires sans faire de distinction ethno-raciale par des mécanismes tels que la méritocratie, l'élitisme. Autrement dit, le champ scolaire n'apparaissait pas comme un champ, je parle des années 60-70, qui pouvait se lire en matière de lutte contre les discriminations. Mais par contre, les travaux un peu fondateurs des années 60-70 ont davantage appréhendé le champ scolaire à partir du schème des inégalités pour lutter contre les visions individualisantes de l'échec scolaire, celles qui renvoient à la naturalisation des déficits, voire à la médicalisation de l'échec scolaire. Et en sociologie de l'éducation, notamment, cette tension entre approche individualisante ou collective du rapport à l'école est très structurante de la façon de construire les travaux de recherche. Donc, je rappelle que l'approche en termes d'inégalité a été appréhendée dans une perspective progressiste de progrès social parce qu'elle était de nature à donner lieu à une critique du fonctionnement de l'institution scolaire, à une dénaturalisation des propriétés scolaires et puis à montrer les liens bien connus maintenant entre
la reproduction scolaire et la reproduction d'un ordre social inégalitaire. Alors, de mon point de vue, la question des discriminations scolaires contribue à revisiter cette opposition qui, je le rappelle, est structurante entre individuel et collectif. Alors, je vais essayer d'expliquer en quoi. Tout d'abord, la discrimination est en droit français un droit exclusivement individuel. Hein. Alors, je ne développe pas là-dessus, hein, c'est pour des raisons liées à la construction de la citoyenneté républicaine, à des raisons constitutionnelles, mais la discrimination n'est pas un droit collectif, c'est un droit individuel, on pourrait plutôt dire la non-discrimination. Alors que les inégalités renvoient, elles, à des dimensions plutôt collectives. Autre élément de la question des discriminations, c'est son extension à des champs importants. Donc, on compte, si je ne me trompe pas, aujourd'hui 24 critères de discrimination, ce qui donne lieu notamment à une dilution des discriminations dites ethno-culturelles. Autre élément qui me paraît important de cadrage, c'est que la lutte contre les discriminations, la question des discriminations, en fait, est un droit qui est compliqué à faire reconnaître, puisqu'il renvoie, alors là je renvoie à des travaux en droit public, à des critères de recevabilité. Hein, tout soupçon de discrimination ne peut pas être considéré systématiquement comme le juge, comme l'émanation d'une discrimination, à la règle de la preuve de la discrimination qui doit être apportée par le discriminé lui-même. Et comme le montre Stream, qui est un professeur de droit public, en fait, il y a assez peu de cas avérés de procès, pourrait-on dire, gagnés en matière de discrimination et notamment de discrimination ethno-raciale. Ce que l'on a à faire, c'est plutôt une importance du contentieux et un jeu important de la jurisprudence. Alors, la conséquence de ce que je viens de dire, les conséquences visibles notamment, alors, c'est que finalement, les potentiels discriminés font peu valoir ces droits. On le voit par exemple dans ce rapport de l'Observatoire national de la politique de la ville de 2009 qui montre que moins de 5% de la population des quartiers prioritaires signalent des cas de discrimination. Alors, je précise que les signalements auxquels fait référence le rapport de l'ONPV, ce ne sont pas des recours en justice, mais simplement des signalements qui sont faits à un dépositaire de l'ordre public, à un enseignant, etc. C'est simplement des signalements de suspicion de discrimination et ce ne sont pas des recours en tant que tels devant les tribunaux. Je prendrai un deuxième exemple qui est celui du rapport du défenseur des droits de 2018. Et ce rapport devrait quand même nous interroger, hein, puisque je rappelle que le défenseur des droits n'est pas une juridiction en tant que telle, mais plutôt une institution indépendante à laquelle il est possible de faire des signalements. Hein, des signalements. On reste au stade du signalement. Le défenseur des droits nous montre dans son rapport de 2018 que l'éducation ne représente que 9,3% des dossiers traités. Et quand on regarde les sous-divisions, 5,4% de dossiers traités en fonction de situation de handicap, 0,8% en fonction de l'origine, 0,4% selon la nationalité et 0% selon le patronyme. Donc, il y a quelque part une distorsion entre la façon de faire valoir ce que serait un droit et aussi, je l'ajoute, je l'ai plus développé dans le texte, hein, une distorsion avec la façon dont les travaux de recherche rendent compte de phénomènes dits massifs de discrimination
dans le champ scolaire. Je pense notamment aux discriminations selon le patronat. Alors, je vais un peu essayer de creuser un peu. On voit bien là qu'il y a des contradictions et des ambiguïtés. Alors, l'une des façons je dirais, d'éclaircir un petit peu ces ambiguïtés, c'est tout d'abord de dire quelque chose de relativement simple, c'est que la discrimination en France scolaire ne renvoie à aucun cadre normatif et juridique précis. Autrement dit, on n'a pas dans le droit français quelque chose qui nous explique ce que c'est qu'une discrimination scolaire. Alors, on a des textes, notamment la circulaire de rentrée de 2008, qui, dans son article 9, donc évoque la lutte contre toutes les violences et toutes les discriminations, notamment l'homophobie. Alors, cette circulaire qui a déjà été analysée par d'autres auteurs, notamment par Fabrice Dume, est considérée un peu comme l'un des textes un peu de référence en matière de lutte contre les discriminations scolaires. Mais quand on regarde le contenu de la circulaire, on voit que la circulaire, en quelque sorte, s'éparpille. Elle nous parle d'égalité des chances, de lutte contre l'homophobie, de lutte contre les atteintes à l'intégrité physique et à la dignité des personnes, à la dénonciation des violences dans et autour des établissements scolaires. Et dans cette circulaire, disons-le simplement, il est très difficile d'identifier qui sont les discriminants et qui sont les potentiels discriminés. Est-ce que c'est l'institution scolaire qui est discriminante ou est-ce que ce sont les élèves eux-mêmes qui se discriminent? Je vais développer un peu sur ce point. On peut relever, si je prends que l'exemple de cette circulaire, mais on aurait guère plus à se mettre sous la dent, qu'elle a un caractère non contraignant, c'est-à-dire simplement incitatif, comme pour l'ensemble des discriminations, les discriminations ethnoculturelles sont diluées au profit notamment d'une lutte contre le harcèlement scolaire. Et puis, comme l'indiquait Fabrice Dume en 2010, la discrimination, en fait, dans les textes officiels, apparaît comme une sorte de fourre-tout conceptuel dans lequel on met à peu près tout, l'égalité des chances, l'intégration, etc., etc. Donc, on voit bien que là, il y a un problème d'ordre normatif et juridique sur la définition de ce que seraient des discriminations scolaires. Alors, quand on regarde des textes ultérieurs, je les ai un peu tous regardés, bon, bien, il se confirme qu'il n'y a pas de cadre légal à la lutte contre les discriminations scolaires en France, et même les processus qu'on observe sont assez étonnants, puisque en fait, ce que l'on voit apparaître sous la bannière discrimination, c'est le plus souvent des inflexions du Code de l'éducation de textes généraux. Alors, je prends quelques exemples qui ne sont pas du tout fantaisistes, puisque c'est une réalité. Par exemple, une inflexion du Code de l'éducation du 13 avril 2016 qui est liée à une loi plus générale sur le renforcement et de la lutte contre le système prostitutionnel, qui donne lieu à une déclinaison dans le cadre du Code de l'éducation. On a eu aussi récemment une inflexion du Code de l'éducation par une loi portant sur l'utilisation du téléphone portable, faisant référence non pas aux discriminations autant que telles, mais aux violences sexistes et encore au respect du non-consentement. On a aussi des éléments relatifs à la lutte contre les discriminations dans la réforme du référentiel de compétences des métiers du professorat de l'éducation au titre de la promotion des valeurs républicaines. Donc, si on regardait donc, la lutte contre les discriminations scolaires, on est quand même assez surpris du décalage entre, je dirais, les discours publics sur l'urgence de cette lutte et finalement les déclinaisons proprement institutionnelles. Alors, par contre, on peut mentionner des initiatives importantes. Par exemple,
des séminaires comme le séminaire Lutter contre les discriminations et la diversité à l'école, publié dans la revue Diversité, plusieurs rapports, bon je les passe rapidement, hein, à la conférence de consensus de Créteil de février 2016, et je n'oublie pas le réseau national de lutte contre les discriminations à l'école. Alors, ce que j'ai essayé de faire de façon un peu rapide, c'est d'essayer de faire un peu une analyse un peu de contenu sur les préconisations qui résultent de ces différents rapports, puisque finalement, on n'a pas de définition des discriminations scolaires dans la loi, vous l'avez compris. On a un ensemble de préconisations, de sensibilisation, et j'essaie d'en faire une typologie. Alors, ce qui ressort de façon assez forte, en fait, dans tous ces textes où le mot discrimination apparaît, c'est qu'on a surtout des actions en direction des élèves. Actions de sensibilisation, enseignement du fait religieux, éducation à la sexualité, éducation civique, histoire des idées. On a effectivement un corpus aussi de ce que j'appelle action-intention qui relève de la responsabilité de l'institution. Par exemple, l'anonymisation des dossiers d'orientation, la mixité à l'école, la constitution des classes, des protocoles de signalement de discrimination dans les établissements scolaires, avec notamment une des préconisations qui est celle de nommer un référent discrimination dans les établissements scolaires, et puis des alliances éducatives aussi avec l'environnement scolaire, les associations, la police et la justice. Alors, en fait, quand on regarde, je suis désolé, je vais un peu vite, hein, le temps nous est contraint, quand on regarde en fait ces préconisations, finalement, assez peu ont été appliquées, et en tout cas, ce qui ressort de façon assez flagrante, c'est que les préconisations qui concernent les responsabilités de l'institution n'ont pratiquement pas été mises en œuvre. Celles que je mentionnais à l'instant, par exemple, l'anonymisation des dossiers d'orientation, ça n'a pas été fait. La mixité sociale à l'école, ce serait trop long d'en parler, mais on sait que cette politique est plutôt en sommeil actuellement. La constitution des classes avec des logiques de contrôle, de prévention des mécanismes discriminatoires n'a pas été mise en place, et les protocoles de signalement des discriminations non plus. La formation des personnels éducatifs, en revanche, oui, mais on ne comprend pas très bien s'il s'agit de former les personnels à la prévention de leurs pratiques discriminatoires ou bien les former justement à ces actions en direction des élèves. On observe aussi qu'on renvoie la question des discriminations finalement aux acteurs locaux en les incitant à organiser des manifestations, des rencontres, des débats, mais finalement l'institution en tant que telle, scolaire, ne se mouille en quelque sorte pas beaucoup. Par contre, ce qui ressort de façon claire, c'est une centralisation sur la responsabilité des élèves, et puis un glissement de la question de la lutte contre les discriminations ethno-raciales, pour aller vite, hein, ou ethno-culturelles, vers l'idée de comportements sexistes, homophobes, la violence, le harcèlement, mais y compris le racisme. Mais ce qui est important, c'est qu'il s'agit très massivement d'initiatives ou d'actions qui sont menées en direction des élèves et pas en direction des personnels scolaires. Alors, ça interroge sur le statut de la lutte contre les discriminations en France pour une raison relativement simple, enfin pour plusieurs raisons que je vais décliner, c'est que ces faits, en réalité, sont déjà encadrés par tout un arsenal juridique. S'il s'agit par exemple d'injures, de racisme, d'égalité entre femmes et hommes, de harcèlement, il y a des textes juridiques, c'est-à-dire qu'il s'agit de délits à part entière. Alors on peut se demander pourquoi ces délits déjà codifiés par la loi sont renvoyés dans l'espace scolaire à la lutte contre les discriminations. Donc là, il y a déjà une entorse, non seulement juridique, mais en matière de conception de politique publique sur ce qu'on entend par discrimination finalement dans l'espace scolaire, un peu comme si la lutte contre les discriminations,
s'était retourné contre les élèves eux-mêmes. Alors, on peut poser une question qui peut paraître un peu provocatrice à partir de ce constat. Peut-on considérer que les élèves se discriminent entre eux? Alors, c'est la question à laquelle je vais répondre, mais pour ça, on voit bien que la difficulté, c'est que comme on n'a pas de définition très claire de la discrimination dans le champ scolaire, on peut essayer de répondre à cette question. Alors, j'ai pris comme définition, alors je précise qu'il y en a plusieurs d'ailleurs de définitions de la discrimination en général, mais j'ai pris la définition qui est celle du défenseur des droits, qui nous dit en droit, une discrimination est un traitement défavorable qui doit généralement remplir deux conditions cumulatives, être fondé sur un critère défini par la loi et relever d'une situation visée par la loi, l'accès à un emploi, à un service, à un logement, etc. Si on prend cette définition du défenseur des droits, on peut faire plusieurs constats. Il y a discrimination dès lors qu'il y a restriction à des accès. Premier point. Deuxième point, il y a discrimination dès lors qu'il y a relation d'autorité, de subordination, contrôlant ces accès à des biens et des services. Dit autrement, de façon relativement simple maintenant, la discrimination ne pourrait concerner en principe non pas les élèves entre eux, mais davantage les adultes et les encadrants dans leur relation aux élèves. Or, on a vu précédemment que précisément tous ces pans de la discrimination qui relèvent d'une relation d'autorité, d'une relation institutionnelle, sont évacués par le corpus, le faible corpus institutionnel dont on dispose en matière de discrimination. Donc, on peut se poser la question, finalement, est-ce que l'évocation de la discrimination par l'institution scolaire elle-même n'est pas de nature à faire bonne figure pour se targuer de mener une politique de lutte contre les discriminations, mais tout en se préservant de ses propres responsabilités. Alors, dans la prochaine diapo, je montre qu'on peut prendre au sérieux la responsabilité de l'institution en matière de discrimination, de nature exclusivement institutionnelle. Alors là, j'ai pris quelques exemples. L'orientation, qui n'est pas traitée, l'accès au stage, dont les travaux notamment de Fabrice Dube ont montré que c'était un domaine très propice aux discriminations, les pratiques de notation, le régime des sanctions, les sollicitations différenciées des élèves en classe, l'attitude personnelle des enseignants en matière de racisme, de sexisme ou d'homophobie, l'attitude générale de l'administration scolaire à l'égard de certains usagers dans le traitement des dossiers, par exemple, la ségrégation scolaire, la constitution des classes et éventuellement les sous-dotations des établissements ou bien de certains territoires. Alors, la conclusion provisoire que je tire, c'est qu'il y a un décalage entre la construction du problème public des discriminations scolaires en France et l'inanité de l'action publique en la matière, des discriminations peu définies et au mieux, on pourrait considérer que si politique de lutte contre les discriminations il y avait, elle pourrait se réduire uniquement à des traitements de cas individuels conformes au droit français, et le traitement par cas individuel renvoie aux statistiques que je vous ai montrées de l'Observatoire national de la politique de la ville et du défenseur des droits. Bien, ça renvoie à la question probable du non-recours des droits sociaux. Je renvoie aux travaux de Philippe Oirin, à la fatigue de l'usager tel que la qualifie le défenseur des droits. Autrement dit, la lutte contre les discriminations pourrait donner lieu, en plus de ces traitements par cas individuels, probablement à une racialisation
de la question scolaire, mais également à une judiciarisation de la question scolaire avec de faibles chances de succès. Ça va au niveau du temps? Oui, très bien, vous pouvez conclure tranquillement. Alors, j'ai un peu plus de choses à dire. Alors, je voulais prendre un extrait pour montrer un peu comment dire, l'ambiguïté d'une politique de lutte contre les discriminations. C'est un extrait que j'ai relevé dans ce rapport des parlementaires sur l'évaluation de l'action de l'État dans l'exercice de ses missions régaliennes en Seine-Saint-Denis. Je rappelle que ce rapport a été écrit dans la mouvance des recours devant la HALD de certaines municipalités pour discrimination territoriale. Alors, on a un extrait de ce rapport qui est tout à fait intéressant parce qu'il nous montre un cas précisément. Il nous dit donc que le 21 juillet, des parents d'un collégien ont fait un recours contre l'État en raison des absences non remplacées des professeurs. Le rapport parlementaire nous dit donc que cette famille a obtenu gain de cause, donc c'est rare de voir un succès aboutir, mais la conclusion, c'est que l'État a contraint à verser, enfin plutôt les tribunaux, à verser 1 euro par heure de cours non assuré, soit un total de 96 euros. Et les parlementaires commentent: cette indemnisation a-t-elle réparé le dommage? Non, bien évidemment. Cette condamnation a-t-elle encouragé l'État à prendre des mesures correctrices nécessaires? Non. 96 euros sur un budget de l'éducation nationale de 60 milliards d'euros ne suffiront pas. Alors, je précise, je ne peux pas développer là-dessus, mais là, il y a un cas où une famille a gagné contre l'État, et on voit que la réparation est quand même extrêmement faible, dérisoire, anecdotique. On voit qu'elle est individuelle par ailleurs, la réparation, elle n'est pas collective, mais par ailleurs, sans m'égarer sur des considérations de droit public, la condamnation de l'État, le chef de condamnation, ce n'est pas la discrimination en tant que telle, mais c'est la question du manquement. Alors, je passe un peu vite, puisque là, je crois que je n'aurai pas le temps, mais on voit bien que lorsqu'on se situe davantage dans la sphère académique, ce que j'ai essayé de montrer, je n'aurai pas le temps de terminer, sauf si j'ai quelques minutes supplémentaires, c'est qu'on voit qu'il y a quand même un risque stratégique, notamment dans le champ académique, à jouer discrimination contre inégalité, puisque effectivement, dans le champ académique, on voit qu'il y a une sorte de tension qui se fait jour, de catégories concurrentes entre lutte contre les discriminations et lutte contre les inégalités versus approche par des variables ethno-raciales ou approche par des variables sociales plus classiques. Alors, vous savez que l'Observatoire des inégalités a publié un document très intéressant sur cette question-là. Je passe un peu rapidement, mais l'Observatoire des inégalités, finalement, dit un peu la même chose que ce que vient de dire le rapport parlementaire. Il nous dit l'accent mis sur les discriminations masque ou risque de masquer de facto les mécanismes sociaux qui produisent les inégalités massives. Il nous dit l'identification de quelques coupables de discrimination ne doit pas cacher le problème plus général des inégalités sociales, et il précise tout le défi de l'observation consiste non pas à opposer discrimination et inégalité, mais à montrer les mécanismes complexes d'articulation entre des mécanismes inégalitaires massifs et des mécanismes également de nature discriminatoire. Alors, pour terminer, est-ce que vous me donnez 1 ou 2 minutes pour finir? Oui, bien sûr. Alors, pour finir, mais là, je vais passer quelque chose en revue qui nécessiterait quand même beaucoup plus de temps. Je voudrais rajouter que
à la difficulté de définir les discriminations dans l'espace scolaire et à l'absence de cadrage juridique, il y a également une difficulté dans le champ académique à identifier des discriminations, non seulement en raison des variables disponibles. Alors là, je ne reviens pas sur le débat méthodologique à propos de l'enquête Théo et des limitations de l'enquête Théo en fonction des interdits constitutionnels. On sait que les variables disponibles dans l'enquête Théo sont ce qu'elles sont, hein, mais elles sont quand même limitées par un cadre également juridique. Mais surtout, alors je passe un peu ce tableau. Quand on regarde finalement les exploitations, certaines exploitations de l'enquête Théo, je pense notamment aux travaux de Yaël Brimbaum et Jean-Luc Primont, finalement, ils nous montrent une complexité qui, justement, ne tranche pas entre discrimination et inégalité. Ils montrent effectivement, à partir de l'enquête, l'expression d'un sentiment de discrimination, mais il nous explique aussi, et il précise, que ceux qui ressentent le plus ce sentiment sont également les populations qui sont d'origine populaire et ouvrière. Autrement dit, ils nous disent que ce sentiment de discrimination est à relier avec des processus de reproduction scolaire des différences. On voit là donc une forme d'articulation entre discrimination et inégalité. Les travaux de Mathieu Ichou, que vous connaissez, vont dans le même sens, puisqu'ils nous montrent, à partir de l'enquête Théo, qu'il y a autant de différences entre les groupes allochtones et les groupes autochtones, hein, et qu'il n'y a pas de différenciation qui est extrêmement nette. Et Mathieu Ichou appelle non pas, je dirais, à opposer les variables raciales et les variables sociales, mais au contraire à articuler inégalité et discrimination, autrement dit, comme il le dit, à élargir l'origine sociale par les propriétés sociales pré-migratoires. Donc, dit autrement, je ne veux pas rentrer dans un débat méthodologique, mais ce que mesurent les collègues qui exploitent l'enquête Théo, au fond, ils mesurent peut-être tout autant des discriminations que des inégalités sociales, scolaires, surdéterminées par des propriétés raciales. Mais on voit très bien qu'il est très difficile de trancher entre inégalité et discrimination. Enfin, je terminerai sur les travaux relatifs aux ségrégations scolaires notamment, et je pense aux travaux qui ont été publiés par le CNESCO, qui nous montrent qu'il y a effectivement des ségrégations scolaires massives, extrêmement massives, que l'on pourrait imputer, mais c'est un débat méthodologique et épistémologique à la fois, que l'on pourrait imputer aux discriminations, mais les travaux qui ont été menés sur les ségrégations, alors en plus de ceux de Félouzis-Perroton, mais en tout cas, ces travaux récents n'ont utilisé comme variable que les variables sociales, puisqu'ils utilisaient des bases élèves, et à partir des variables sociales, ils montrent déjà des ségrégations extrêmement massives. Donc, je m'arrêterai là pour montrer que la question de la lutte contre les discriminations pose question en termes de politique publique, mais également en termes de catégories scientifiques d'analyse, puisque même empiriquement, il est difficile de faire la distinction nette entre discrimination et inégalité. Excusez-moi d'avoir été peut-être un peu long. Il n'y Merci. a pas de souci. Merci beaucoup en tout cas